Je pense que j'ai atteint le point où je veux juste lobotomiser ces gens. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue à nouveau en enfer. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo discutant de la nouvelle offre de Star Wars, l'Acolyte, et des femmes dirigeantes en coulisses de la franchise. Et puis, sans surprise pour personne, l'Acolyte a été annulée et les gens ont eu beaucoup de sentiments forts à ce sujet. J'ai vu beaucoup d'incels se faire accuser ou quelque chose comme ça. L'Acolyte a été annulée probablement parce que les incels n'appréciaient pas de voir deux personnes de couleur se tenir la main. Nous n'allons pas oublier ça, ils ont frappé la deuxième tour. Je me fiche de ce que les incels ont décidé. Je comprends qu'il a été excessivement critiqué par de nombreuses personnes qui le détestaient simplement en raison de ce qui semble être un préjugé interne. Mais parce que ces situations sont presque toujours le cadeau qu'il continue de donner, Amantla Stenberg, l'actrice principale queer non-binaire de l'émission, a récemment posté une vidéo de 8 minutes sur Instagram pour peser sur tout jusqu'à présent. Dans la vidéo, Stenberg a déclaré que l'annulation de l'Acolyte n'était pas vraiment une grande surprise, en raison de la, je cite, déferlante de bigoterie hyper-conservatrice et de vitriol, de haine préjugée et de langage haineux. Dieu, cette façon de parler ressemble tellement aux gens avec qui j'ai fait mes études universitaires. Ça me donne un peu de trouble de stress post-traumatique, je l'avoue. Stenberg ajoute que tout cela a eu un impact considérable, amenant l'actrice à être très expressive dans le contexte de son travail pour Disney et sur Star Wars. Dans la vidéo, Stenberg remercie principalement les fans et l'équipe du spectacle et conclut en incitant à plusieurs reprises les gens à voter. Car chaque opportunité est une opportunité pour la politique selon ces personnes. C'est sûrement pour ça que votre émission a été annulée, mademoiselle. Dès le début, Stenberg a fait un rap d'une certaine description, appelant essentiellement les gens qui n'aiment pas l'émission, les qualifiant de racistes et de bigots et tout le reste. Je vous montrerai honnêtement, mais Amandla Stenberg a réussi à intégrer cette vidéo dans le système de droit d'auteur de YouTube. Donc, si vous l'utilisez, vous êtes soumis aux droits d'auteur. Et vous savez très bien ce que je pense de la lutte contre le système de droit d'auteur de YouTube. Je déteste ça. Avec tout cela dit, compte tenu des précédents commentaires de Stenberg sur cette franchise et le public et l'émission elle-même en conjonction avec ses nouveaux commentaires, cela m'a fait réfléchir à quel point ces acteurs et actrices comprennent peu le sens original et les objectifs et la mission de Star Wars, et comment cette incompréhension, délibérée ou non, a essentiellement atteint tous les coins de Lucasfilm tels qu'ils existent aujourd'hui. En haut avec Kathleen Kennedy qui se répand jusqu'à ses différents acteurs et actrices. Le créateur original de Star Wars, George Lucas, que vous l'aimiez ou non, savait exactement ce qu'était Star Wars et il a été très vocal au fil des ans sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Il connaissait précisément l'histoire qu'il essayait de raconter et l'a exécutée sur une scène mondiale. Mais au lieu de maintenir sa vision, comme je l'ai déjà dit, un plus grand accent a été mis sur son remplacement par des histoires menées par des femmes et une plus grande diversité dans la distribution. Plus ou moins au détriment de Star Wars lui-même, malheureusement. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, l'ère des actrices et acteurs insupportables qui ne semblent pas du tout comprendre la franchise sur laquelle ils travaillent et la vision originale de Star Wars. Et bien sûr, toutes mes disclaimers habituels, cette vidéo n'est en aucun cas exhaustive, bien qu'elle ait fini par être beaucoup plus longue que ce que j'anticipais à l'origine, et je ne pense toujours pas avoir dit tout ce que je voulais dire. Donc, vous savez, il y a ça. Prenez tout cela et ne me criez pas dessus dans les commentaires. En 2015, 3 ans après que Disney a acheté les droits de Star Wars, George Lucas s'est assis pour une interview avec le journaliste américain Charlie Rose. Au cours de leur discussion, Lucas semblait particulièrement mécontent de la direction de la franchise, riant sans joie et s'interrompant alors qu'il qualifiait Disney de « esclavagiste blanc » à qui il avait vendu ses films qu'il décrivait comme ses enfants. Depuis lors, cette interview a marqué tous les spectateurs des films Star Wars de toute la saga. Ils étaient tes enfants, ouais? Eh bien, ils le sont. Alors, tu sais, je les aime et je les ai créés. Je suis très intimement impliqué en eux, évidemment. Et tu les as vendus? Je les ai vendus aux esclavagistes blancs qui prennent ces choses D'accord, mais je veux dire, mais ayant dit tout ça... Depuis lors, cette interview a semblé particulièrement triste à beaucoup de gens.
Lucas a admis que son vieillissement était une motivation pour vendre sa société et ses films. Et malgré le fait qu'il ait dû prendre cette décision difficile, il semblait malheureux que ce soit une décision qu'il ait dû prendre en premier lieu. Lucas n'a pas hésité à critiquer l'industrie du cinéma pour avoir privilégié le profit au détriment de la narration, une critique qu'il a régulièrement répétée d'une manière ou d'une autre depuis les années 70. En fait, dans un documentaire de 1983, Lucas a critiqué l'accent excessif mis sur les effets spéciaux dans les films. Il a dit que les effets spéciaux sont juste un outil pour raconter une histoire. Les gens ont tendance à les confondre avec les fins en soi. Un effet spécial sans histoire est une chose assez ennuyeuse. Lors de la discussion de 2015 avec Charlie Rose, Lucas a redoublé d'efforts sur ses points de vue, et malgré le fait qu'il leur ait laissé un catalogue de matériel, Disney n'était pas intéressé par la participation de Lucas, le poussant effectivement hors de l'image. C'est probablement parce qu'ils sont des vampires de pays. Ils sucent le sang des créations d'autres personnes. Bien que Lucas ait rétracté ses commentaires quelques jours plus tard, il est très évident, sur la base de ses nombreuses interviews depuis, que ceux-ci étaient le reflet de ses véritables sentiments. Et bien que je lise probablement entre les lignes ici, il semble presque regretter sa décision de confier les rênes à toutes ces autres personnes, principalement Kathleen Kennedy. Nous te voyons, Kathleen Kennedy. Mais l'une des choses les plus intéressantes ici est la fréquence à laquelle tout le monde gravitant autour de Star Wars, de Kathleen Kennedy aux scénaristes, aux showrunners, aux acteurs et actrices eux-mêmes, se réfèrent régulièrement à George Lucas, agissant comme s'ils exécutaient sa volonté avec les nouvelles itérations de Star Wars. Fait intéressant, il semble que George Lucas ne partage pas ce sentiment. Il ne se passe pas un jour, ou ne s'est pas passé un jour pendant que nous faisions le film, où nous ne parlons pas de George. Vous savez, c'est la norme. Que ferait George? Bien sûr, nous ne le saurons jamais vraiment avec certitude, mais je suis prête à parier que les versions modernes de Star Wars sont tout ce que Lucas déteste activement. Une hyper-commercialisation, une préférence pour l'apparence et les effets spéciaux plutôt qu'une bonne histoire significative et une écriture, et une distribution de réalisateurs et d'acteurs qui sapent sa vision. Sans oublier, ils accusent ces histoires originales, qui pour vous rappeler à tous, ils considèrent comme ses enfants, d'être anti-femmes et anti-diversité. Je suppose que c'est ce qui arrive lorsque vous laissez Kathleen Kennedy s'occuper de vos enfants. Depuis son commentaire sur les esclavagistes blancs, Lucas n'a pas été aussi vocal dans sa critique de Disney, du moins jusqu'à récemment. Lors d'une discussion au Festival de Cannes 2024, Lucas a fait un commentaire selon lequel, tout comme lorsqu'il tournait L'Empire contre-attaque, il était le seul à vraiment connaître Star Wars et personne ne comprenait la force. Même Bien que de même, devant être sur le plateau tout le temps, mais c'est comme si j'étais le seul qui savait vraiment ce qu'était Star Wars et j'étais le consultant, le conseiller qui connaissait vraiment le monde. Parce qu'il y a beaucoup à cela. Personne ne comprenait la force, tu sais, ce qu'ils font et puis ils ont commencé d'autres quand j'ai vendu l'entreprise. Et tu sais, beaucoup de ces idées qui étaient là ont en quelque sorte été perdues. il a ajouté qu'après que Disney a commencé à faire ses films après qu'il a vendu l'entreprise, beaucoup des idées qui existaient déjà dans le Star Wars original ont été perdues. Il est important de se rappeler que Lucas est l'un des plus grands actionnaires individuels de Disney. Donc, quand il lance des critiques, c'est sûrement que quelque chose de sérieux se passe. Et s'il se sent à l'aise pour dire qu'aujourd'hui la plupart de ses idées originales ont été perdues, cela doit signifier quelque chose. Comme d'autres l'ont justement souligné, les films originaux de Lucas ont été inspirés par toutes sortes de choses. Ses vues sur l'autoritarisme, son intérêt pour l'exploration des relations familiales, son intérêt pour le cinéma différent et les scènes cool d'autres films. Aujourd'hui, Star Wars s'inspire simplement des précédents Star Wars, mais pas de manière inventive et créative, de manière à chercher à modifier les échecs perçus des créations originales de Lucas. Clairement trop d'Ewoks. Pas assez de femmes, pas même assez de femmes Ewoks.
C'est pourquoi nous nous retrouvons avec une série de personnes impliquées dans ces projets qui ne comprennent rien à ce qui sous-tend Star Wars et son univers et ses histoires. L'un des domaines où cela est le plus clair concerne les femmes et la diversité. J'ai déjà longuement parlé de Kathleen Kennedy et de sa quête de féminité dans la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet précis il y a quelques semaines que je mettrai en lien dans la description. Donc, je vais essayer de ne pas répéter ce que j'ai principalement déjà dit. J'ai l'impression que je parle déjà suffisamment comme ça. Mais pour résumer, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé cette vidéo, Kathleen Kennedy a clairement indiqué que l'un de ses objectifs principaux est d'augmenter le nombre de femmes à des postes de direction chez Lucasfilm, ainsi que de mettre un fort accent sur la création de plus d'histoires centrées sur les femmes. Cette position est partagée par d'autres personnes au sein de l'entreprise, en particulier des femmes, dont certaines sont elles-mêmes scénaristes et réalisatrices. Et tout cela est largement basé sur l'idée que Star Wars a toujours été un club de garçons, véhiculant un fort sentiment anti-femme. Le triste constat est que cette idée semble avoir été inculquée à tous ceux qui travaillent sur la franchise aujourd'hui avec étrangement un cœur d'acteurs, d'actrices, de showrunners et de réalisateurs suggérant que Star Wars n'est tout simplement pas orienté vers les femmes. Alors, mon personnage, vous savez, elle est une leader puissante. Elle est une leader puissante. Oui, oui. Dans un univers très centré sur les femmes, j'étais enthousiasmée par cette situation car je trouve Star Wars très patriarcal. C'était donc plutôt cool d'avoir cette figure féminine centrale. Je pense que notre émission était beaucoup plus centrée sur les femmes que ce que j'ai pu voir précédemment dans le monde de Star Wars, simplement du fait que, vous savez, notre showrunner, notre incroyable et géniale showrunner, Liz Lee, en tant que femme géniale, et vous savez, des productrices féminines et vous savez, avoir Amandla comme la personne qui dirige notre casting, c'était comme une façon très cool, je pense, d'entrer dans cet univers d'une manière que je pense que les gens n'ont jamais nécessairement vue auparavant. même lorsque Le Réveil de la Force est sorti au cinéma, la distribution a beaucoup insisté sur le nombre de femmes qui avaient participé au film. Et je suis tellement excitée que les gars, les filles dans ce film donnent des coups de pied à chaque... Seul et Si bon, et je ne peux pas attendre pour... tout le monde le voit et malgré même essayer de suggérer que ces femmes étaient des personnages bien écrits, certaines d'entre elles se sont avérées être les plus antipathiques de toutes et n'oublions pas non plus que dans d'autres interviews et d'autres conversations, J.J. Abrams et son équipe de monstres ont admis que Rey était essentiellement une Mary Sue, qu'elle allait toujours être bonne en tout. Donc vous savez, il y a... Je pense que ce qui est génial chez tout le monde, c'est qu'ils sont juste de grands personnages qui tombent heureusement dans des catégories plus larges maintenant, peu importe leur genre. Je veux simplement rendre hommage à Ryan pour être l'un des cinéastes les plus brillamment subversifs que j'ai jamais pu voir. Et dans le cas de l'apparence de mon personnage, j'ai été touchée par le fait qu'il voulait vraiment que sa force commence par une féminité très profonde. C'est tellement étrange à écouter parce que je ne cache pas le fait que je n'aime pas du tout Rey. Et je sais que le reste d'entre vous n'aime pas particulièrement la dame à la robe de taureau aux cheveux violets. Personnellement, je n'ai pas d'opinion sur elle, mais je veux savoir pourquoi elle porte essentiellement une robe de taureau sur un navire. Est-ce la féminité qui s'est mentionnée ici? Est-ce ce qu'elle veut dire? Sinistre? Même le scénariste et réalisateur de Le Réveil de la Force, J.J. Abrams a fait des commentaires lors d'une interview sur Good Morning America qu'il espérait transformer l'opéra spatial d'une chose de garçon en une franchise conviviale pour les femmes que les mères pourraient emmener leurs filles voir. Si cela vous fait vous sentir ne serait-ce qu'un peu mieux, oui, il a été critiqué pour cela. J'adore quand la flagornerie se retourne contre moi le matin. Bien qu'il y ait un désir extrêmement clair d'avoir plus de femmes dans les histoires de Star Wars, la croyance qui sous-tend ce désir n'est pas vraiment basée sur la réalité.
Dans les premiers films de Star Wars, il est vrai qu'il y avait beaucoup moins de femmes comparées à leurs homologues masculins, mais la création de personnages féminins forts et emblématiques a toujours été l'une des forces du film original, et contrairement aux personnes participant à Star Wars aujourd'hui, George Lucas et ses premiers membres de la distribution comprenaient cela eux-mêmes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi Carrie Fisher pour jouer la princesse Leia, George Lucas a expliqué qu'il voulait quelqu'un qui puisse tenir tête à des personnages et des acteurs forts, tout en étant la princesse et la figure d'autorité qu'elle devait être. Cette vision était également partagée par Fisher elle-même, qui a expliqué que George Lucas ne voulait pas que Leia soit une demoiselle en détresse, et c'est quelque chose qui l'a attiré vers ce rôle. Eh bien, ce qui m'a attiré, c'est que George Lucas, qui l'a écrit et également réalisé, ne voulait pas d'une demoiselle en détresse, ne voulait pas de votre princesse stéréotypée, vous savez, une sorte de victime, effrayée, incapable de gérer une situation sans les gars. Il voulait une combattante, il voulait quelqu'un d'indépendant, et c'est ce qui m'a attiré dans ce rôle, oui. Pourquoi je remarque seulement maintenant que Carrie Fisher est une vraie renarde? Pourquoi cela m'a-t-il été caché? Qui gardait cette information? Dans d'autres interviews, Fisher a également exprimé son admiration pour son personnage, disant que Leia était une sorte de dur à cuire et intrépide, d'une manière que Fisher aurait aimé être dans la vie réelle, quelque chose que beaucoup de jeunes femmes ont probablement trouvé inspirant, ce qui, franchement, honnêtement, juste de mon point de vue étrange, est une observation si agréable et si radicalement éloignée de ce à quoi nous sommes généralement exposés aujourd'hui. Elle est autoritaire et avance sans hésiter. Peu importe. Traversons cette pluie d'astéroïdes. Qui s'en soucie? Et mes cheveux ne seront pas décoiffés? Donc, elle est différente de « je l'aime bien ». J'aime son indépendance. Et j'aimerais avoir un peu plus. Allez, traversons simplement la circulation. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un « tu sais, je ne serai pas blessée ». Il y a une suite. Donc, à ce niveau, je l'envie. Je l'admets. Même lorsque les films ont progressé et que Padmé, princesse Amidala de Nathalie Portman, a été ajoutée au mélange, Portman a compris que son personnage était une représentation positive du féminisme, d'une manière où son personnage n'essayait pas d'être comme les hommes, n'essayait pas de rivaliser avec eux et ne cherchait certainement pas à les rabaisser, mais essayait d'être forte face à son rôle de femme et de leader. Je pense que le vrai féminisme consiste à apporter ce qui est particulier aux femmes, parce que nous sommes différentes, c'est indéniable aux opportunités que les hommes ont. Donc, ce n'est pas, vous savez, entrer quelque part et simplement se comporter comme un homme ou nécessairement désirer ce que les hommes veulent simplement parce que vous pouvez l'obtenir. Et donc, plutôt que d'être consumée par la soif de pouvoir, comme beaucoup de gens autour d'elle, hommes et femmes, elle reste fidèle à sa compassion et à sa croyance en la démocratie et l'humanité. Si je peux me permettre d'être un peu chaleureuse et affectueuse pour un instant ici, une des choses que j'aime vraiment et que j'apprécie, c'est comment George Lucas décrit ses personnages féminins avec ce niveau d'admiration et d'adoration. Je trouve ça vraiment sympa. Même si nous sommes toujours ici sur la gondole de l'enfer, ça me donne une sensation douillette à l'intérieur. Voilà mon ressenti pour la journée. Plus sérieusement, dans ses propres mots, George Lucas décrit ses personnages féminins comme les héroïnes de l'histoire. Plus tard, lorsqu'ils ont réalisé plus de films, ils ont dit « Il n'y a pas de femmes dans les films ». Selon vous, qui sont les héros de ces films? Qu'est-ce que vous pensez que la princesse Leia était? Elle est à la tête de la rébellion. C'est elle qui prend ce jeune garçon qui ne sait rien et ce type bruyant, je sais tout, qui ne peut rien faire, et essaye de sauver la rébellion avec ses clowns. J'ai dit qu'elle est l'héroïne du film. Et c'est la même chose avec la reine Amidala. Même si elle a des Jedi de son côté, elle était toujours l'héroïne principale. Et ils ont dit, eh bien, il n'y a pas de femme, tu sais. J'ai dit qu'on ne peut pas juste mettre un pantalon à une femme et s'attendre à ce qu'elle devienne une héroïne. En entendant tout cela, ce qui est vraiment triste pour moi à propos de l'état actuel de Star Wars, c'est qu'il semble vraiment que beaucoup d'acteurs et d'actrices, de réalisateurs, d'écrivains et de bla ne savent vraiment pas du tout qui était réellement la princesse Leia et la princesse Amidala. Comme encore une fois, compte tenu du temps, comme avec la princesse Leia, ce que ces femmes représentaient réellement.
En 1977, lorsqu'Un Nouvel Espoir est sorti en salle, les femmes manifestaient pour l'égalité et avaient très peu de dames badass à admirer à l'écran. Et puis la princesse Leia est arrivée avec ses commentaires mordants et son attitude intrépide. Alors même que les hommes, Anne et Luke, sont venus pour sauver leur demoiselle en détresse, elle a regardé Luke et a dit sarcastiquement « N'es-tu pas un peu petit pour être un Stormtrooper ?» Et puis, vous savez, elle a juste pris en charge leur mission d'évasion. Même lors de l'un des moments les plus critiqués de l'histoire de Star Wars, où Leia porte son bikini doré, même dans sa plus grande vulnérabilité, elle se retourne et étrangle à mort une énorme limace de l'espace. Dieu, j'adore Leia. Le point est que, contrairement à l'ensemble actuel de personnages de Star Wars, et cela ne s'applique évidemment pas à tous, mais à une partie, George Lucas comprenait réellement qui étaient ces personnages féminins, ce qui les motivait, quelles étaient leurs ambitions, leurs échecs, et ainsi de suite, et il semble vraiment qu'il n'écrivait pas simplement des personnages féminins pour le plaisir d'avoir des personnages féminins. Et à ce stade, comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, c'est l'opposé de ce que nos amis de Hollywood féministes corporatifs font avec leurs personnages féminins, où ils les poussent et les bousculent, qu'ils soient logiques ou non. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Ce n'est pas moi qui suggère que chaque personnage de Star Wars est une parodie et que chaque personnage féminin de Star Wars est une parodie. C'est évidemment pas le cas. Mais leur inclusion me fait toujours me demander s'ils sont là pour la forme ou s'ils sont réellement nécessaires et indispensables à l'histoire. Cette même question peut être posée en ce qui concerne cette obsession de la diversité, de l'inclusion et de la représentation. L'une des principales critiques adressées au premier film de la franchise est qu'ils avaient simplement trop d'hommes blancs. Des films plus récents, comme Le Réveil de la Force, ont commencé à corriger cette erreur en engageant plus d'acteurs asiatiques et noirs, comme Kelly Marie Tran dans le rôle de Rose Rico. L'Acolyte est allé encore plus loin, incluant un casting d'acteurs et d'actrices très diversifiés et même en insérant une représentation LGBTQHDTV en cours de route. Je suis sûre que vous vous souvenez tous de cette scène célèbre. Qui est-ce? C'est Buzz. Est-ce qu'il en vaut la peine? Avec nous, et n'oublions pas le coven de sorcières lesbiennes de l'espace. Souvenons-nous aussi de ce joyau. Je pense que c'est canon que R2D2 soit lesbienne. En discutant de l'Acolyte, Kathleen Kennedy elle-même a noté que la narration doit refléter la diversité du monde réel et être représentative de toutes les personnes. Quoi? Et la distribution de l'Acolyte a été très douée pour répéter ces points de discussion. Dans une interview, par exemple, avec Entertainment Weekly, la plupart des acteurs expriment leur enthousiasme pour la diversité de l'émission. Nous semblons faire partie d'une vague de plus inclusif et des spectacles Star Wars plus joliment représentés. Si cette femme vous semble même un peu familière, laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Son nom est Jodie Turner-Smith et elle n'a joué nul autre que Anne Boleyn. Cette Anne Boleyn, historiquement pertinente, existait dans la vraie vie, dame blanche décapitée Anne Boleyn. Je suppose qu'elle a pris un peu trop de soleil en été. Honnêtement, celui qui a fait ça doit juste être éliminé. Charlie Barnett, qui joue Jord Fandar, quel nom formidable, a également commenté que voir un groupe diversifié d'acteurs et d'actrices dans l'Acolyte sera une bonne chose. C'était avant que tout le monde ne le voie et ne l'aime pas, donc il y a ça. Parce que je ne me suis pas reconnue tant de fois dans ces films par le passé. Mais c'était aussi quelque chose qui ne s'équivalait pas dans mon esprit. Je ne sais pas pour vous non plus, donc voir une telle diversité de groupes joués maintenant. Honnêtement, je sais que cela va être une réflexion saine pour tant d'autres jeunes et vieux. Laissez-moi savoir, vous savez. Non. Ce Star Wars est ouvert à tous, sans discrimination liée à l'âge. Je pense que c'est amusant de penser que tous les enfants là-bas se verront reflétés en nous, ce qui est quelque chose pour la première fois. Oui, exactement. À un moment donné, Daphne Keane discute de la façon dont leur entraînement au combat est basé sur les arts martiaux samouraïs et asiatiques. Ce dont je ne suis pas très sûre du point que cela essaie de faire ici, étant donné que, comme même au premier jour de Star Wars, comme depuis le début, les arts martiaux ont été utilisés comme l'une des influences principales, donc
Comme félicitations pour avoir fait une chose qui était déjà en cours, je suppose. Sans aucun doute, l'un de mes extraits préférés de cette interview est Stenberg sans homme qui dit que, historiquement, les nerds noirs n'étaient pas en sécurité dans la science-fiction. D'accord. Et que Stenberg est également heureux de faire partie de ce changement dans Star Wars. Alors, être de quelque manière, forme ou façon une partie de la vague qui introduit l'inclusion et la sécurité pour les nerds noirs. C'est comme si c'était mon rêve devenu réalité. J'ai l'impression d'avoir tellement levé les yeux que j'ai vu mon cerveau, mais une fois de plus, George Lucas a une réponse à tout cela. Lors de sa discussion au Festival de Cannes, il a dit qu'on l'accusait depuis longtemps de rendre ses films trop blancs, mais les gens manquent le point. La plupart des gens dans ces films sont des extraterrestres. Sans parler du point global de Lucas ici, c'est que vous êtes juste censé accepter les gens pour ce qu'ils sont, indépendamment de leur apparence. Ce sont tous des hommes blancs. Et il dit, ce n'est pas le cas. La plupart des gens là-bas sont des extraterrestres. Et l'idée est que vous êtes censé accepter les gens pour ce qu'ils sont, même s'ils sont grands et poilus ou s'ils sont verts, peu importe. L'idée est que tous les gens sont égaux. Eh bien, vous ne pouvez pas entrer ici, nous n'aimons pas votre genre ici. Donc, ils étaient les seuls à être discriminés, et c'était une façon de dire que les gens discriminent toujours quelque chose, et tôt ou tard, c'est ce qui va se passer, et nous ne servons pas leur genre ici. Qu'est-ce que tu es un droïde? Mais toi, c'était une partie principale de ce film pour faire comprendre aux gens que tout le monde est égal, peu importe d'où ils viennent, peu importe à quoi ils ressemblent, c'est la chose importante. Voilà, le film entier est dans cet esprit. En passant, et c'est juste ma propre observation personnelle, je trouve cette perspective si intéressante parce que Lucas ne semblait jamais se concentrer sur la représentation absolue de chaque personne, mais voulait présenter différentes personnes et espèces dans le monde qu'il a créé. Parce que l'univers de Star Wars n'est pas comme le nôtre, donc la représentation n'a pas besoin d'être exactement la même. Et oui, je veux dire, je suppose que je n'y avais jamais vraiment pensé avant, mais je trouve ça intéressant. Jusqu'à maintenant, et j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, mais je vais le répéter ici car c'est toujours d'actualité. Beaucoup de gens, tant dans le domaine créatif que dans le public, croient qu'il est impératif qu'ils se voient reflétés dans les médias qu'ils consomment. Que ce soit dans les jeux, les émissions, les films ou quoi que ce soit, choisissez un médium, ils veulent se voir dedans. Le problème évident et gigantesque avec cela est que ces personnes ne peuvent pas arrêter leur concept de soi assez longtemps pour apprécier quelque chose qui n'est pas une représentation parfaite de qui ils sont. Et s'ils ne se voient pas reflétés, ils ne savent tout simplement pas comment se rapporter. Le triste, c'est qu'ils croient aussi cela à propos de tout le monde, que le reste d'entre nous ne peut pas apprécier quelque chose à moins de nous voir reflétés dedans. Et au moins, à mon avis, c'est vraiment l'un des pires éléments du divertissement moderne. Je me demande si les Furies se sentent particulièrement exclus. Maintenant, tout mon bavardage nous a amené à mon dernier point et observation. Oui, nous y sommes arrivés, de nombreux membres de la distribution et créatifs derrière ces nouvelles émissions et films de Star Wars, en particulier l'Acolyte, parce qu'ils ont beaucoup parlé, ne semblent pas comprendre les éléments fondamentaux et les thèmes qui sous-tendent Star Wars en tant que concept. Depuis le tout début, George Lucas savait qu'il racontait une histoire multigénérationnelle sur des personnes dans l'espace. Il l'a dit dans ses premières interviews, affirmant que c'était une histoire de père et de fils, que Star Wars est un feuilleton familial. Et à travers son récit, il a pu intégrer à la fois des idées et des philosophies ancestrales, mais aussi laisser transparaître parfois ses opinions politiques personnelles, l'une des plus importantes étant ses vues anti-autoritaires. De plus, Lucas était très intentionnel dans sa représentation du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité. Il avait une perception claire de la moralité, ce que Kathleen Kennedy et sa bande de drones de la diversité semblent soit ne pas comprendre, soit ne pas savoir représenter. L'Acolyte nous l'a montré assez clairement. Il n'y a plus vraiment de lumière et d'obscurité, il y a juste de l'ambiguïté. Les Sith sont tout aussi bons que les Jedi. Il y a maintenant cette zone grise dans la bonté.
Et la confusion et l'ambiguïté autour de ce concept de lumière et d'obscurité ont été démontrées une fois de plus dans une autre interview avec la distribution et Leslie Headland. On a demandé à tout le monde de choisir un côté lumière ou obscurité. Je sais que certains diront que c'est juste pour s'amuser, Sydney. C'est simplement une conversation interrogative divertissante. Mais genre, juste écoutez-moi ici. Dans Star Wars, serais-tu du côté lumineux ou obscur? Côté obscur. Oui, 100%. Côté obscur. Je suis Gémeaux. J'aimerais être les deux à la fois. Je suppose que je serais gris, tu sais? Existant à l'intérieur de chaque côté. C'est comme, je suis dans la tombe. Ouais. Je suis juste coquin. Tu sais, ce serait comme une chambre rouge. Et puis, je dirais juste pour rire bleu. Toutes les femmes, pour une raison quelconque, ont dit joyeusement qu'elles rejoindraient le côté obscur. Pour des raisons comme ce serait plus amusant, c'est plus cool. Elles veulent être dans le code Jedi gris, quoi que cela soit. Ces personnes discutent du côté lumineux et obscur de la Force comme s'ils choisissaient une maison Harry Potter. Encore une fois, je sais qu'on leur pose la question dans le but de « haha, hey, hey, apprenons à les connaître », mais je pense qu'il y a tellement d'implications à dire que vous auriez naturellement tendance à pencher du côté de l'égoïsme, de la méchanceté et de la destruction. Comme je ne pense pas du tout que ces personnes comprennent ce que cela signifie dans le contexte de Star Wars. Et c'est quelque chose que George Lucas a très clairement expliqué en précisant que le côté lumineux représente l'équilibre et l'harmonie et que le côté obscur représente l'égoïsme. Le cœur de la force. Je veux dire, vous avez le côté obscur, le côté lumineux. L'un est altruiste, l'autre est égoïste. Et vous voulez les garder en équilibre. Ce qui se passe quand vous passez au côté obscur, c'est que cela sort de l'équilibre. Et alors, vous devenez vraiment égoïste. Et vous oubliez tout le monde. Et vous finissez par vous conduire vous-même. Parce que quand vous devenez égoïste, vous restez coincé. Ou vous voulez des choses, et quand vous voulez des choses et que vous restez coincé, alors vous avez peur que quelqu'un vous les enlève, que ce soit une personne ou une chose ou une expérience de plaisir particulière. Une fois que vous avez peur que quelqu'un vous l'enlève ou que vous allez le perdre, alors vous commencez à devenir en colère, surtout si vous êtes en train de le perdre. Et cette colère mène à la haine. Et la haine mène à la souffrance. Tout cela fait écho aux autres commentaires de Lucas lors du Festival de Cannes, où il a déclaré que personne ne comprenait vraiment la Force et que beaucoup de ses idées importantes ont été mises de côté lorsque Disney a pris le relais. D'un point de vue narratif, beaucoup de gens ont soutenu que cette ambiguïté morale nuit en réalité au récit. Les méchants sont des méchants parce que ce qu'ils font et ce qu'ils croient est nuisible et destructeur. Les gentils et les héros n'ont pas toujours à être des piliers brillants de droiture et de bonté. Et ils n'ont pas toujours à faire la bonne chose dès le premier tour. Mais en fin de compte, les directives morales suivies par les héros sont quelque chose que les spectateurs peuvent soutenir et même imiter. Sans bon ou mauvais gars, l'histoire n'a pas vraiment de but. Ce ne sont que des événements qui se produisent de manière qui n'a pas vraiment de sens et qui n'ont pas de véritable objectif final. C'est juste du racontage d'histoire. Mais c'est en quelque sorte ce à quoi la plupart d'entre nous s'attendent de l'entertainment moderne. Et bien sûr, juste pour être clair, cela ne concerne pas spécifiquement Star Wars, quand une plus grande importance est accordée à la diversité, à l'inclusion, à la représentation, à avoir suffisamment de femmes, à avoir suffisamment de personnes homosexuelles, à représenter tout le monde et n'importe qui pour quelque raison que ce soit, même si cela n'a aucun sens, le bon récit et la bonne écriture, je pense que nous l'avons assez vu, passent généralement à la trappe. Ou alternativement, absolument tout devient hyper politisé. Malgré les opinions politiques et les idéologies très fortes de Lucas et tout le reste, ces films n'ont jamais semblé très politiques, et le message qui y était présenté n'a jamais semblé super évident, du moins pas pour moi. En réalité, c'était inutile. L'histoire elle-même était captivante en soi et identifiable en soi. Et je pense que c'est en partie ce qui rend Star Wars si durable, malgré le fait qu'il a ses propres échecs et erreurs et trous, des choses dont même George Lucas lui-même a longuement discuté. Finalement, alors que nous vivons à une époque de remake, de suites et de reimagining constant, il est inévitable que les créatifs commettent des erreurs. C'est inévitable, c'est simplement la nature de la bête. Cependant, c'est un énorme problème lorsque ces créatifs, acteurs et actrices font tout leur possible pour mal comprendre la vision et l'idée originale derrière quelque chose sur lequel ils travaillent.
C'est même là qu'un profane comme moi commence à prendre exception. Au final, et malheureusement, il semble vraiment qu'il y ait un groupe de personnes chez Star Wars qui sont déterminées à changer et à piétiner délibérément la vision originale de George Lucas, démantelant son empire brique par brique et prétendant que c'est ce qu'il voulait depuis le début. J'ouvre maintenant la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Ces acteurs et actrices déforment-ils volontairement la vision originale de George Lucas? Pensez-vous qu'en réalité, ils essaient de faire quelque chose de grand et qu'ils écrasent simplement ses vues et idées en le faisant? Pensez-vous que c'est malveillant? Pensez-vous que c'est innocent? Que pensez-vous des commentaires de George Lucas sur sa propre création, sur ses films et ses personnages et tout le reste? Pensez-vous qu'il veut que cela soit respecté et modifié? Que pensez-vous de toute cette question? Si vous avez regardé jusqu'ici, félicitations, c'était long. J'aime vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et voulez voir plus de ce contenu, abonnez-vous, likez et commentez car cela aide l'algorithme. Je lis la majorité de vos commentaires et j'aime vos retours. Si vous avez une suggestion de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai effectivement une liste principale en cours à laquelle j'essaie de m'attaquer, et j'y arriverai finalement. En attendant, restez en sécurité et en bonne santé, mes jeunes enfants pommes de terre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.